Le président de la République a reçu cet après-midi à Koulouba les responsables des partis politiques de la mouvance présidentielle et ceux de l'opposition. Ibrahim Boubacar Keïta a parlé avec ses interlocuteurs du Mali, le Mali qu'ils ont tous en commun. Comment prévenir d'éventuelles inondations à Bamako? En tout cas, les initiatives ne manquent pas. La commune 6 du district a accueilli cet après-midi la première étape d'une opération d'assainissement d'envergure qui implique 200 jeunes. Et puis, examen du DEF session de juin 2014, au total, 238 000 candidats tapent aux portes de l'enseignement secondaire sur l'ensemble du territoire national, excepté la ville malienne de Kidal. Le ministre de l'Éducation nationale et son collègue des Affaires religieuses ont fait le tour de quelques centres d'examen. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 4 juin 2014 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la redevance du service public d'assainissement des eaux usées au Mali. Le problème de la gestion des eaux usées dans notre pays se pose avec acuité. L'assainissement collectif y est très peu développé et la réduction de l'espace vital à l'intérieur des concessions ne favorise pas la gestion traditionnelle des déchets liquides à travers les puisards et les latrines. Les évacuations non autorisées des déjections domestiques dans les collecteurs et caniveaux, les déversements sans traitement adéquat des eaux usées industrielles, artisanales et commerciales dans les cours d'eau et sur les berges menacent donc de polluer les ressources en eau. Les eaux usées des unités industrielles, artisanales et commerciales, grosses consommatrices de produits chimiques divers, sont dangereuses pour la santé humaine et l'environnement et menacent directement la survie des espèces. Pour faire face à cette situation, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM, a été créée en 2007 avec pour mission d'assurer la gestion durable des stations d'épuration des eaux usées et des ouvrages connexes. Pour permettre à l'agence d'accomplir pleinement ses missions, il est prévu parmi ses ressources une redevance qu'elle perçoit en contrepartie de l'activité de collecte et de traitement des eaux usées avant les rejets dans le milieu récepteur. Le présent projet de décret a pour objet de fixer la redevance du service public d'assainissement des eaux usées domestiques, industrielles, artisanales et commerciales applicable aux usagers raccordés à un réseau d'égouts et aux unités industrielles, artisanales et commerciales connectées ou non à un réseau, quelle que soit la source d'approvisionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, inspecteur à l'inspection des services de sécurité et de protection civile, M. Birama Diara, commissaire de police. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale, chef de cabinet, M. Ilal Kamar Ag Oumar, sociologue. Conseiller technique, Mme Adjaouyakoui Ramatou Kone, planificateur, Madame Samake Assetou Founé, professeur de l'enseignement supérieur, Monsieur Ibrahim Assihanga Maïga, ingénieur de la statistique, chargé de mission, Madame Zeina Moulay, gestionnaire, Monsieur Moussa Doudou Aïdara, économiste, Monsieur Rali Ag Al-Moutatei, juriste, directeur des finances du matériel, M. Ali Abdoulaye Diallo, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Développement rural, directeur national des productions et industries animales, M. Mamadou Sekou Djiré, vétérinaire et ingénieur d'élevage. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, conseiller
technique, Madame Soueyata Aïdara, ingénieure des eaux et forêts, chargée de mission, Moulay Hassan Aïdara, juriste. Au titre du ministère de la décentralisation et de la ville, conseiller technique, M. Youssouf Sega Konaté, administrateur civil, M. Salif Tal, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Sports, directeur des finances et du matériel, M. Adama Sall, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, directeur des finances et du matériel, M. Sidiki Touré, inspecteur des impôts. Au chapitre des communications, au titre de la primature, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport final du Forum sur la corruption et la délinquance financière et au plan d'action 2014-2018. Après la tenue des États généraux sur la corruption et la délinquance financière en 2008, un plan national d'action de mise en œuvre des recommandations a été adopté par le gouvernement sur la période 2009-2013. Le comité mis en place pour assurer le suivi de l'évaluation de ce plan a été élaboré et un rapport d'étape en juin 2013 faisant ressortir un taux de mise en œuvre des recommandations de 20%. Au regard de ce faible taux d'exécution, le gouvernement a organisé les 23 et 24 janvier 2014 un forum sur la corruption et la délinquance financière qui a recommandé l'actualisation du plan et l'adoption de nouveaux chronogrammes pour la période 2014-2018. Le nouveau plan a retenu des objectifs spécifiques suivants. Promouvoir la culture du refus de la corruption et de la délinquance financière, disposer d'institutions et de structures performantes et complémentaires à même d'exercer efficacement le contrôle interne et externe, moraliser la vie publique et promouvoir l'état des droits, disposer de ressources humaines suffisantes et qualifiées, sécuriser et optimiser l'utilisation des ressources publiques, assurer une distribution saine et efficace de la justice, assurer l'effectivité des principes du travail décent pour tous et promouvoir le civisme au travail, contribuer à l'amélioration de la qualité et développer les services sociaux de base, promouvoir une police au service de la société. Ces objectifs spécifiques ont été déclinés en actions et résultats attendus avec indication des responsables de mise en œuvre des actions et de la période d'exécution. Le forum a également formulé des recommandations concernant le cadre institutionnel, la prévention et la répression de l'enrichissement illicite, les termes et la répression de l'enrichissement illicite, les termes de référence d'un programme d'amélioration de la transparence et de l'accès à l'information dans la gestion des affaires publiques. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport sur le rétablissement du service national des jeunes SNJ. Les différents gouvernements qui se sont succédés de l'indépendance du pays à nos jours ont mis des questions de la jeunesse au centre de leurs préoccupations. C'est ainsi qu'à l'indépendance, la Première République a créé les écoles saisonnières, puis le service civique afin de réduire l'exode rural et fixer les bras valides dans le milieu rural. Sous la Deuxième République, il a été institué en 1983 le service national des jeunes en vue de développer l'esprit de patriotisme et le réflexe de la défense nationale chez les jeunes. Ainsi, de 1985 à 1991, 6 contingents réguliers et 2 contingents spéciaux ont été formés pour un effectif de 6 635 éléments. Ces appelés sous le drapeau ont reçu une formation commune de base et une formation civique et morale et ont participé au développement économique, social, culturel et environnemental de notre pays. Cependant, au lendemain des événements de mars 1991, les activités du service national des jeunes ont été arrêtées faute de financement. 20 ans après l'arrêt du service national des jeunes, il apparaît nécessaire de le réhabiliter.
Les textes législatifs et réglementaires seront pris donc pour la mise en œuvre du principe de rétablissement du service national des jeunes. Cet établissement devra se faire donc par étapes et démarrera avec une phase pilote. L'opérationnalisation de la phase pilote est estimée à 1,290,360,000 francs CFA. Voilà, c'était là le contenu de ce communiqué du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Sur un tout autre plan, nous restons à Koulouba. Je vous le disais d'ailleurs en titre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré cet après-midi à Koulouba les partis politiques de la majorité présidentielle. Plus d'une soixantaine de présidents ou représentants de partis politiques ont répondu à cet appel du chef de l'État. L'ordre du jour a porté sur la situation difficile que vit actuellement notre pays dans sa partie nord. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu au palais de Koulouba plus d'une soixantaine de chefs ou représentants de partis politiques de la majorité présidentielle. L'ordre du jour assez diversifié comportant en un mot les défis qui assaillent à ce jour notre pays, précisément dans la région de Kidal. Ce que nous pouvons retenir et souhaiter, c'est que ces genres d'échanges soient plus fréquents, que le pays étant dans les difficultés et donc les questions forcément n'ont pas toutes des solutions tout de suite. Les problèmes de la nation, il faudrait qu'on puisse s'expliquer, qu'on puisse nous les expliquer, que nous puissions les expliquer à la population de manière à maintenir la cohésion nationale. Nous avons donc écouté avec attention les informations que nous ont données et bien évidemment nous essaierons d'en faire le meilleur usage. C'est important dans un cadre républicain et démocratique. Aujourd'hui, pour gérer les affaires publiques ou sociales, l'heure doit être à l'action commune et non à la gestion des rumeurs. Quand les hommes se laissent gérer par la rumeur, cela crée des problèmes. Aujourd'hui, j'estime que notre pays a besoin que toutes les forces soient unies derrière les autorités. Honnêtement, c'est pas les problèmes qui se passent actuellement au Mali, c'est pas un problème de système, c'est pas un problème de parti politique, c'est un problème du Mali. C'est ce que j'ai toujours dit, que tu veux le président ou non, tu aimes quand même ton pays. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour la stabilité du Mali, parce que nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé. Pour certains chefs de partis politiques, il est temps pour nous de faire la part des choses. La méthodologie adoptée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été saluée à l'unanimité. Ce qui est intéressant et qui doit continuer, c'est que ces échanges doivent se faire peut-être dans un autre cadre, mais doivent être suivis de débats, d'échanges véritables, de débats contradictoires. Parce que si nous sommes engagés dans la majorité présidentielle, c'est pour que nous puissions assurer une certaine rupture avec des pratiques qui n'ont fait ni l'honneur ni la dignité de notre pays. Maintenant que nous parlons tous d'honneur et de dignité, nous devons, en nombre d'honneur et de dignité, débattre franchement de toutes les questions. Aujourd'hui, l'heure doit être à l'apaisement et dans la concorde. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au discours va-t-en-guerre, l'heure est à la réconciliation entre Maliens et la réconciliation nationale. Donc le dialogue inclusif est la seule voie possible pour le Mali de recouvrer et son intégrité sur Kidal et de recouvrer la paix tant souhaitée par tous les Maliens et les partenaires. Nous, majorité, nous ressortons renforcés, motivés à bloc pour apporter tout notre soutien au président de la République pour les tâches qu'il a entreprises, pour le bonheur et pour le développement de notre pays. Après donc les partis de la mouvance présidentielle, le chef de l'État a reçu ceux de l'opposition, là également au centre des échanges, la situation au nord de notre pays. Le chef de l'État, à travers cette initiative, entend mobiliser tous nos compatriotes pour faire, en tout cas, relever les défis du moment. Le point, c'est avec Ibrahima Traoré. Politique et autres considérations personnelles ou partisanes de côté pour mettre le Mali au-dessus de tout, conviction du président de la République qui décide d'échanger avec l'opposition sur la situation que traverse le pays. La rencontre à huis clos a duré un peu plus d'une heure. Le temps pour le chef de l'État de partager les défis actuels auxquels le Mali fait face. Pour la première fois depuis son investiture, le chef de l'État a reçu l'opposition.
Nous sommes très reconnaissants pour cela. Ça a été l'occasion pour lui de nous faire la situation globale du pays, de nous montrer sa vision de la situation du Mali depuis son investiture et surtout de nous donner les détails sur Kidal. Je crois que ceci est très important pour éviter que nous soyons nous-mêmes dans la rumeur. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et ce qui est sûr, c'est que l'opposition malienne est une opposition responsable. Une opposition qui ne va pas manquer de critiques, qui ne va pas manquer de propositions et qui a une alternative dans ce pays. Nous avons fait remarquer au chef de l'État que nous sommes des Maliens à part entière, que nous aimons ce pays profondément et que nous sommes prêts à aider notre pays, quelle que soit la situation difficile dans laquelle il est. Mais nous avons besoin d'un cadre d'échange. Nous avons besoin de méthodes pour que nous nous respections les uns les autres. Et que le Mali, aujourd'hui, la démocratie malienne, a besoin d'une opposition responsable, d'une opposition forte, d'une opposition consultée et d'une opposition respectée. Je pense que le chef de l'État a pris bonne note et a donné l'engagement que nous aurons d'autres rencontres. J'espère qu'au cours de ces rencontres, nous dégagerons ensemble, en tout cas, un minimum de solutions pour que le Mali s'en sorte. L'étape de Kidal a été une étape très douloureuse pour l'ensemble des Maliens, a été une étape très douloureuse pour nous à l'opposition. C'est pour ça que nous souhaitons que les responsabilités soient clairement situées pour que nous ne retombions plus dans des situations d'humiliation comme celle que nous avons connue le 20e mai dernier. Le président de la République et l'opposition entendent donc accorder leur violon pour relever ensemble les défis du moment. Visiblement très confortés au sortir de la réunion, les deux partis conviennent de multiplier cette initiative pour le seul intérêt du Mali. Nous avons été conviés par le président de la République dans un cadre tout à fait républicain et démocratique pour également parler éventuellement d'un cadre d'échange qui se mettra en place dans le respect du jeu républicain. Et je crois que ça, nous le saluons en tant que tel. Parce que, vous le savez tous, vous, comme moi, nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes, et nous vivons très ardemment ce qui se passe dans notre pays. Et nous souhaitons tous qu'on puisse y trouver les solutions idoines. C'était un premier tour d'information. Et comme il l'a indiqué lui-même, d'autres séances viendraient, soit bilatéralement, si je peux m'excuser de ce terme, entre guillemets, soit dans des rencontres collectives. En ce moment, nous verrons bien ce qu'il y a à dire sur Kidal, qui est une préoccupation pour tous les Maliens. Et nous souhaitons vivement que Kidal et que l'ensemble du Mali soit dans une direction de développement, de stabilité et évidemment de prospérité pour tout le monde. Le plus important pour les deux parties, c'est le Mali. Bien sûr. Le cadre ainsi défini va nous permettre certainement de mieux avancer, main dans la main. Vous savez, le Mali est un. Et nous avons tous les mêmes sentiments. Il n'y a pas une question d'opposition ou de majorité par rapport à la résolution de la crise du Nord. Le Nord est préoccupant et nous savons que c'est le départ de toute chose aujourd'hui. Et pour parler de développement, il faut parler surtout de paix d'abord. Sans paix, il n'y a rien. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que, en tout cas de mon avis, on ne chercherait pas à savoir qui a raison, qui a tort. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de sortir de cette crise. Et la sortie de cette crise en appelle à la bonne volonté et à l'engagement de tous les Maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et les leaders de l'opposition sont désormais au même niveau d'information sur la situation au Mali. Ils se sont quittés dans une véritable atmosphère décontractée. Autre grand titre de cette édition, en cette veille d'hivernage, certaines actions sont nécessaires pour prévenir d'éventuelles inondations, parmi lesquelles le curage des caniveaux et les collecteurs. Eh bien, le gouvernement du Mali vient d'initier une vaste opération dans ce sens. La commune 6 du district de Bamako constitue la première étape de cette opération d'assainissement et plus de 200 jeunes seront mobilisés pour réussir cette activité. Bourama Traoré, compte rendu. La forte pluie qui s'est abattue le lundi dernier sur la capitale a rappelé un triste souvenir. Les inondations meurtrières de 2013. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. En commune 6 du district de Bamako, une opération a s'inscrit dans le cadre de la prévention. Il s'agira de curer. Donc il s'agira de rendre plus fluide l'eau de pluie, quelle que soit la hauteur et l'abondance de cette eau. Il s'agira de transporter ce qui aura été enlevé des différents passages
et de faire en sorte que la fluidité revienne. Le curage des caniveaux et des collecteurs de la commune 6 se fera suivant la technique IMO. Entendez là la haute intensité de main d'œuvre, une activité qui va mobiliser 222 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Je voudrais donc inviter les jeunes à s'intéresser à ces travaux qui vont dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Cette opération d'assainissement de la commune 6 doit durer 1 mois. Coût total, 50 millions de francs CFA. L'important, selon les initiateurs, c'est la pérennisation de l'investissement. Nous, habitants du district de Bamako, devrons préserver les acquis que le travail de chantier des jeunes aura permis de créer et d'obtenir. Je souhaite que cela soit le départ d'un esprit civique à partir de la jeunesse, mais qui s'étendent à chacun de nous. Des actions similaires seront initiées dans les autres communes du district de Bamako, avec les mêmes objectifs, protéger les populations contre d'éventuelles inondations. Le pied dans le starting block. C'est parti depuis ce matin pour l'examen du diplôme d'études fondamentales DEF, session de juin 2014. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi des épreuves à Kati, dans le centre de Numorila. Cette année, ils sont plus de 238 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national, excepté la ville malienne de Kidal. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. C'est à 8 heures que la ministre de l'Éducation nationale a procédé dans la salle 3 du centre A de Numorila à Kati, à l'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. 2 sujets proposés au choix, l'un sur une lettre de remerciement au professeur après une année scolaire réussie, et l'autre, le travail en tant que résultat de l'effort. Le premier sujet. Pourquoi? Parce que c'est trop facile pour moi. C'est à ma portée. Je les trouve faciles. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'année scolaire qui s'achève s'est relativement bien déroulée, ce qui est un atout pour les apprenants. Nous avons dit que cette année, nous voulons des examens propres. Et ça, c'est le leitmotiv du département. Et je pense qu'on a déjà parlé de ce problème et que tout le monde l'a compris, que vraiment, on veut la plus grande transparence pour ces examens. Le ministre de l'Éducation nationale réitère son appel à tous les acteurs et partenaires de l'école. J'ai dit aux surveillants de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que les épreuves se passent dans les meilleures conditions. Tous les autres acteurs sont concernés, je leur ai déjà parlé, les parents, les CGS, tout le monde est concerné par cette histoire. Mais je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Et bon, je pense que nous sommes sur la bonne lancée. Après l'école de Numorila, Togola Jacqueline Marie Nana s'est rendue au centre Fernand Sauva 1 en compagnie des autorités scolaires, administratives et politiques. Dans tous les centres visités, l'examen se déroule dans le calme sous l'œil vigilant des surveillants et forces de l'ordre. Toujours dans le même registre, le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est rendu dans quelques centres d'examen du DF Medersa et à l'école catholique de la cathédrale. La visite a pour but d'encourager les candidats Fademba Keïta. Première étape de cette visite de prise de contact du ministre Tcherno Amadou Omar Assi-Diallo avec les candidats des écoles Medersa et catholiques, le centre Mahad al-Ouloum al-Islamia de Boulkasumbougou en commune 1 du district de Bamako. Et c'est dans la salle 1 qu'il a ouvert l'enveloppe de l'épreuve arabe. Il s'est ensuite rendu au centre de l'école catholique de la cathédrale où 121 candidats sont repartis entre 5 salles. Partout où il est passé, il a prodigué des conseils aux candidats. L'éducation est présente dans la religion. Et donc nous avons vu des établissements, un pour l'enseignement religieux musulman et l'autre donc aux cathédrales aussi à 7 heures pour l'enseignement catholique. Donc au-delà de ça, montrer que les religions font autre chose que le spirituel béat. Surtout c'est cela. Et donc, par-delà, dire à ces enfants que la laïcité s'applique. Les candidats à la recherche du diplôme d'études fondamentales de EF se disent confiants. Dans les 2 centres d'examen visités, aucun incident n'a été constaté, ont affirmé les différents présidents. Le ministre a surtout insisté sur l'approfondissement de la foi des enfants à travers un enseignement religieux efficient, gage d'une paix durable au Mali.
Un tout autre plan, bientôt le mois béni de Ramadan et on pense au prix des produits. Plus de 77 000 tonnes de riz sont disponibles, soit un seuil de couverture de 33 jours. C'est l'une des informations issues de la rencontre du Conseil national des prix. Outre le ravitaillement du pays en produits de première nécessité et les mesures prises pour assurer les besoins, les acteurs ont abordé les problèmes liés à la distribution du gaz butane et de l'électricité. Compte rendu à Ramata Konaté. À quelques semaines du mois de Ramadan se tient cette rencontre sur l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Sur la question, les autorités et les importateurs rassurent. En ce qui concerne le sucre, le stock sur territoire est de 62 853 tonnes, dont 25 955 tonnes de production locale. La couverture pour les besoins du territoire, ça fait 136 jours. En ce qui concerne le riz, le stock sur le territoire est de 77 419 tonnes et le seuil de couverture est de 33 jours. Nous, quand même, on a 48 000 tonnes dessus. Et puis, on a plus de 30 000 tonnes de riz. Et puis, on a d'autres produits, la farine, l'huile et puis même la pomme de terre. La semaine dernière, les prix de ces produits étaient inférieurs à ceux de la même période l'année dernière, excepté le lait en poudre et la viande avec os. Pour cette dernière, le prix moyen national est de 2015 francs le kilo contre 1805 l'an passé, soit une hausse de 12%. De façon générale, la stabilité de ces prix pendant le mois de Ramadan serait une bonne chose pour les consommateurs. Le seul problème, c'est au niveau du sucre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le sucre importé coûte moins cher que le sucre produit chez nous. Ça, c'est au niveau du Soukara. Je pense que l'État et la société chinoise trouveront peut-être la solution. Sinon, par rapport aux autres produits, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Cette rencontre du Conseil national des prix a permis aussi d'aborder les difficultés liées à la distribution de l'électricité et du gaz butane. Bientôt sera faite la relecture des textes régissant le secteur distribution du gaz pour une meilleure organisation de ce domaine, a conclu le ministre du Commerce. On vous l'annonçait hier, aujourd'hui nous vous proposons cette activité en images. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a présidé hier l'ouverture des travaux du Forum des jeunes à Ségou, un forum qui a pour thème l'agriculture, opportunités d'emploi et d'insertion des jeunes. Ces jeunes constituent aujourd'hui 80% de la population, d'où l'implication des autorités pour la mobilisation de cette couche autour des projets agricoles. Compte rendu de notre envoyé spécial Youssouf Yakiti. L'agriculture au cœur du développement socio-économique et culturel. Voilà l'objectif recherché par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, en complicité avec le département du développement rural. Le but, c'est d'expliquer à la jeunesse que l'agriculture est aussi un secteur porteur. Je suis persuadé, rien qu'à l'allure des travaux depuis le matin, que ça aura un impact certain. Et l'intervention de M. Bakary Togola, qui est un exemple vivant de la question, est assez édifiante et je suis certain que ça aura un impact. Et d'ailleurs, en termes d'impact, nous proposons nous-mêmes de cibler quelques projets pilotes et de nous investir pour que ces projets-là puissent voir le jour en termes pratiques et que ça puisse servir d'exemple et que les jeunes comprennent que nous n'allons pas prendre l'habitude simplement de les réunir et parler, mais que nous voulons aboutir sur du concret. Je pense que notre responsabilité nous impose de dire la vérité à notre jeunesse. Nous sommes passés par là. Et il ne faut pas tromper la jeunesse. Et construire une vie, se donner une place dans un monde en compétition, ne sont pas des choses faciles. Il faut se préparer. Et dans cette préparation, ma conviction, c'est qu'il y a la responsabilité de ceux qui ont en charge aujourd'hui pour les destinées du pays. J'en fais partie. Il y a aussi donc la responsabilité essentielle des acteurs. Que nous, notre responsabilité, soit vraiment donc de créer le cadre de leur épanouissement, le cadre vraiment donc de l'harmonisation de leur formation avec le marché d'emploi. Le président de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali, exemple vivant en s'orientant vers l'agriculture. Si tu prends l'agriculture aujourd'hui, l'élevage, la pêche, exploitant forestier, l'agriculture aujourd'hui, on peut être milliardaire là-dedans sans problème.
Message perçu par la jeunesse, du moins théoriquement, qui constitue environ 70% de la population. Représentant 60% de la population globale, les jeunes constituent 77% de la population rurale qui elle-même représente 80% de la population du Mali. Les défis de l'emploi sont tels qu'il faut que la jeunesse se tourne davantage vers le milieu rural où il est possible de créer des entreprises agricoles. Selon les responsables du ministère de la Jeunesse, des espaces du genre constituent des espaces de mobilisation de la jeunesse vers l'entrepreneuriat agricole. Pour paraphraser un des jeunes porteurs de projets agricoles, il faut que des forats du genre soient suivis d'effets, c'est-à-dire accompagner de façon pratique la jeunesse. Pour être tout à fait complet, les participants au forum de Ségou ont visité le complexe agricole Modibo Keïta, situé à une trentaine de kilomètres de la région. Objectif, permettre aux jeunes de voir les cas pratiques réussis dans le domaine. Le complexe emploie aujourd'hui environ 1000 jeunes. Nous retrouvons Youssouf Diakité. Dans la mouvance des activités du Forum de Ségou, les initiateurs ont souhaité toucher du doigt les exemples des cas reçus en matière de production agricole. Et c'est le champ de Modibo Keïta qui a été choisi, un champ situé à une centaine de kilomètres de Ségou. Selon la plupart des intervenants, ce champ constitue un cas d'école pour plus d'un. Nous avons, à travers ce forum, voulu orienter les jeunes vers l'emploi agricole. Et nous avons dit, tant que les jeunes ne voient pas d'exemple de réussite en la matière, ça ne les incite pas de monter des projets et de prendre ce forum au sérieux. Nous sommes à 700 employés, permanents et non permanents y compris. Je pense que ça peut être un grand débouché pour l'emploi, surtout l'emploi des jeunes au Mali. Cette visite précise les responsables du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne permet d'éveiller le sens entrepreneurial des jeunes en les orientant vers l'agriculture. Après la phase théorique, il fallait créer les opportunités idoines permettant aux jeunes de constater de visu les réalisations faites et réussies par nos compatriotes. Vous constatez avec nous la haute gamme, la technologie au niveau agricole, c'est une merveille. Des machines de dernière génération, également des investissements colossaux qui ont été réalisés au niveau de ce site-là. Donc je crois que c'est une école pour la jeunesse et nous devrions tirer profit de cela. La multiplication des initiatives du genre nécessite l'accompagnement soutenu des jeunes, tant du côté des partenaires que celui du gouvernement. Monde rural, toujours lancement hier à Dioïla de la campagne agricole 2014-2015 de la filiale CMDT de Fana. Le ministre du Développement rural a rassuré les paysans de l'accompagnement du gouvernement de la République du Mali. Nous retrouvons notre envoyé spécial Moussa Fari. Pour la campagne agricole 2014-2015, la filiale CMDT de Fana entend produire 110 000 tonnes de coton graines, 390 000 tonnes de céréales et pour l'atteinte de ces objectifs, certaines mesures ont déjà été prises. Les paysans ont reçu un appui assez important, c'est l'accessibilité de l'engrais. L'accessibilité en termes de coûts, l'accessibilité en termes d'approche jusqu'à eux, de qualité nécessaire, et l'accessibilité en termes de qualité. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement de la pluie, que le bon Dieu voudra bien nous servir, je pense que nous serons au rendez-vous de ces 100 000 tonnes. L'effort que le gouvernement a fait cette année, je pense que c'est très très important, qu'on doit l'encourager. Ce que je dirais à mes amis paysans, l'hivernage est arrivé. Que chacun se lève, aller au champ. C'est le bon moment. Le ministre du Développement rural a invité les producteurs à s'engager davantage pour la réussite de cette campagne. En définitive, ce sont les producteurs qui sont les victimes de la mauvaise gestion, de la malgouvernance du secteur et du détournement vraiment des intrants. Je demande et invite nos producteurs de ne pas perdre du temps. Il y a un moment pour tout. C'est le moment de retour au champ pour vraiment donc assurer la productivité et les productions agricoles attendues d'eux. En tout cas, je leur demande de se remobiliser, de se réarmer moralement et vraiment de travailler à une gestion efficace et efficiente des intrants qui sont mis à leur disposition.
La cérémonie de lancement a aussi enregistré la prestation de la troupe de l'association Nipagagnon du village de Ghana et la visite aux notabilités de Djouila. Autre grand rendez-vous à Ségou, c'est le lancement demain par le Premier ministre Moussa Mara des activités de la quinzaine de l'environnement. Sur place, les préparatifs vont bon train. Le constat a été fait ce matin par le gouverneur de Ségou qui a visité les sites prévus pour accueillir les différentes activités. Parmi ces sites, la forêt classée de Fanzana d'une superficie de 6300 hectares. Nous retrouvons Kandesila. En visitant quelques sites devant abriter la quinzaine de l'environnement, le gouverneur de la région voulait s'assurer des dispositions pratiques par rapport aux enjeux majeurs de cet événement national, dont le lancement présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, sera couplé à celui de la campagne nationale de reboisement. Pour cette activité majeure, c'est le site de la forêt classée de Fanzana, d'une superficie de 6300 hectares, n'aspire plus à cette appellation. Ce que nous venons de voir nous interpelle tous et je crois que demain, avec les messages qui vont être, disons, lancés à l'endroit de la population, alors nous prendrons conscience de l'avenir de ce pays à travers le reboisement. La région entend réussir le pari de la mobilisation. Et Ségou doit vraiment relever le défi de ce choix-là. Donc nous avons jugé nécessaire avec l'ensemble des collectivités, les maires, pour que la ville soit assainie. Du 4 au 18 juin, Ségou abrite la quinzaine de l'environnement. En la matière, les défis à relever sont énormes car les questions liées à la problématique de l'environnement interpellent chaque jour. Comme vous le constatez, l'édition de ce soir consacre une large page au monde rural. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 5 juin 2014, la journée mondiale de l'environnement avec comme thème « Élevez votre voix par le niveau de la mer ». À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Abdoulaye Idrissa Maïga, a fait un message. Nous vous proposons ici un extrait recueilli par Lamine Keïta. La communauté internationale célèbre le 5 juin la journée mondiale de l'environnement sur le thème « Élevez votre voix par le niveau de la mer ». En décrétant cette journée, le programme des Nations Unies pour l'environnement nous met face à nos responsabilités en établissant un lien cohérent entre les changements climatiques et nos actions quotidiennes. Bien que notre pays soit continental, il subit, comme les autres pays côtiers, au sud du Sahara, les effets néfastes des changements climatiques à travers les affres liées aux inondations, aux vents forts, aux fortes variations de température et de pollution atmosphérique. Contre ces aléas, notre pays a fait montre de son engagement à vaincre l'indifférence environnementale à travers des actes forts suivant plusieurs axes. L'axe relatif à la signature et à la ratification des conventions cadres des Nations Unies, l'axe concernant l'élaboration et l'adoption de politiques et stratégies nationales, la mise en place, courant 2012, d'un mécanisme de financement opérationnel que l'on appelle le Fonds climat, la quinzaine de l'environnement délocalisée à Ségou offre aux participants l'occasion de débattre tout au long du symposium des immenses défis qui assaillent les Maliens dans les domaines de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Cependant, un des défis majeurs du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement est d'opérationnaliser le verdissement des différents secteurs. Présent sécurité sur nos routes, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement a procédé à la remise symbolique de casques à la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir, une façon pour le ministre de sensibiliser les jeunes sur l'importance du port du casque. Abdul Karim Kaba. Au Mali, les accidents de circulation tuent beaucoup de personnes et les jeunes constituent la majeure partie de ces victimes. C'est pourquoi le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, dans le cadre de la promotion du port du casque, a remis une 60aine de casques à la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir, à travers la Direction nationale des Transports et l'ANASER. Porter les casques, ce n'est pas demander un fardeau aux gens. Porter les casques, c'est pour sauver des vies. Et que les jeunes eux-mêmes s'approprient de ça, je ne peux que l'encourager. Et nous mettrons en œuvre toutes nos possibilités pour les encourager et les accompagner dans leur activité pour que la sécurité routière, à travers le port des casques, soit une réalité au Mali.
Cette donation intervient dans le cadre du projet Jeunesse et Sécurité routière, 3e édition de la JISAI. Ce projet contribue à la lutte contre l'insécurité routière. Il a pour objectif de doter les jeunes de connaissances nécessaires pour venir en aide aux victimes d'accidents, sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, à la bonne conduite en respectant les codes de la route et le port du casque. S'agissant du port du casque, la Jeune Chambre internationale et le parrain du projet ont saisi cette occasion pour offrir des casques aux passants. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille s'est rendu hier après-midi au centre de santé de référence de la commune 2 à Missira. Sangaré Oumouba était venu rendre visite au triplé né dans ce centre, Sokona Kamisoko. Martine Dambélé et Simplice Dambélé sont les heureux parents de ces triplés, 2 filles et un garçon. Ils sont nés au centre de santé de référence de la commune 2 à Missira à la suite d'une césarienne. Madame Dambélé est à sa 9e maternité. Les 3 bébés sont en bonne santé d'après les pédiatres. C'est pour témoigner la solidarité du gouvernement que la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, accompagnée de plusieurs membres de son cabinet, a rendu visite au triplé. Un moment de joie, mais aussi de conseil. Nous nous préoccupons de l'éducation de ces enfants parce qu'avoir ces triplés, c'est bien, mais le reste, c'est les parents. Ce sont les parents qui doivent vraiment faire tout pour s'occuper de leur éducation, de leur nutrition, de leur prise en charge. Tout ce qu'on leur donne maintenant, ce sont des appuis d'appoint, mais le reste incombe aux parents. Mais nous souhaitons qu'on puisse travailler ensemble. Nous avons des structures qui sont là, qui s'occupent des enfants comme ça. Et je pense bien qu'ils vont prendre contact avec ces structures pour pouvoir les appuyer dans l'éducation des enfants. On a apporté le strict nécessaire pour le début. Les cadeaux étaient entre autres composés de lait, de savon, de couches hygiéniques, d'habits, de biberons et une enveloppe symbolique. La délégation a formulé des bénédictions pour les nouveau-nés. Les travaux de la 33e Assemblée générale de Shelter Afrique se tiennent à Abidjan. Plusieurs ministres africains de l'urbanisme et de l'habitat prennent part aux travaux. La délégation malienne, conduite par Mahamadou Diarra, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, attend des assises et un renforcement des appuis financiers pour booster les constructions de logements sociaux. Boubacar Sissoko nous en parle. Durant ces dernières décennies, le problème de logement se pose avec acuité dans la plupart des pays d'Afrique. Cette 33e Assemblée générale de Shelter Afrique vise à donner la possibilité aux États membres de mobiliser les ressources nécessaires pour la promotion des logements sociaux à faible coût. Pour y parvenir, les experts des 44 pays membres de Shelter Afrique se penchent sur le thème « Les technologies et méthodes alternatives de construction durable pour alléger le déficit de logement en Afrique ». Nous saluons la volonté hardie des gouvernements africains pour la mise en place des politiques généreuses de logement avec un accent particulier pour la production de logements sociaux et la mise en place des facilités de refinancement hypothécaire. Le Mali, qui participe aux travaux, attend beaucoup des assises de Shelter Afrique. Pour ce faire, le secteur privé malien entend jouer sa partition afin de mettre à la disposition des populations des logements décents à faible coût. Vous savez, les pays africains ont tous la même problématique, à une population jeune et un grand nombre de revenus faibles et moyens. Donc il s'agit de cette population qu'il faut satisfaire. L'accroissement rapide de la population du Mali exige des autorités des efforts supplémentaires pour la construction de logements sociaux. Le Mali, en 2010, a fait une étude, laquelle étude a conclu que le Mali avait un besoin de 400 000 logements pile. Aujourd'hui, en 2014, certainement que le besoin s'est accru. Nous pensons que le besoin doit être à peu près de 490 000 à 500 000 logements. Depuis 1996, le Mali s'est illustré comme modèle en Afrique. Le Mali a la meilleure expérience et est arrivé aux meilleurs résultats en termes de production massive de logements et à moindre coût. Depuis 1996, le Mali s'est doté d'une stratégie nationale de logement dont la mise en œuvre a permis d'arriver à la construction déjà de 10 000 logements. Les travaux de ce symposium devront aboutir à des solutions techniques africaines pour l'utilisation de nos matériaux locaux dans la construction.
À l'instar des autres pays, le Mali a célébré hier, 3 juin, la journée mondiale du tourisme responsable, occasion pour le réseau malien du tourisme durable d'organiser une table ronde en vue de permettre aux acteurs du secteur de réfléchir sur les alternatives pour la relance de cette activité. Al-Jumatina. Quelle alternative pour le tourisme en temps de crise? C'est le thème de cette table ronde organisée par le réseau malien du tourisme durable. La rencontre permettra aux acteurs du tourisme d'échanger sur leur vécu quotidien et partager les expériences en vue de donner un nouveau souffle au secteur. La crise qui a frappé notre pays de plein fouet, le secteur du tourisme, alors que faire pour relancer les activités? L'activité qui entre dans le cadre de la journée mondiale du tourisme responsable est un moment important entre professionnels et acteurs du tourisme responsable. Au fil des éditions, ce rendez-vous du 3 juin est devenu un moment d'échange incontournable, un laboratoire d'idées innovantes et durables. Les débats passionnés, les rencontres enrichissantes participent, de mon point de vue, à enrichir les valeurs qui vous animent pour promouvoir le tourisme responsable au Mali. Au terme des réflexions, le réseau malien du tourisme durable entend soumettre les différentes recommandations aux autorités pour la relance durable du secteur. Les hôtels pour les touristes. Le gouverneur de la région de Caille a procédé dimanche dernier à l'inauguration du motel de Kenyeba qui compte 16 chambres équipées et 2 suites. La construction de ce motel a coûté plus de 400 millions de francs CFA. Jafar Aïdara. L'inauguration de ce motel met fin à l'insuffisance d'infrastructures d'accueil et d'hébergement adéquates dans le cercle de Kenyeba. C'est suite à la vente partielle de l'assotellement que le gouvernement a mis à la disposition de chaque région du Mali 1 milliard de francs CFA pour le développement local. Ainsi, le cercle de Kenyeba a soutenu le projet de construction d'un motel qui fait aujourd'hui l'objet d'inauguration. En réalité, nous, élus et acteurs du développement local, étions constamment gênés du manque crucial d'infrastructures d'accueil et d'hébergement à Kenyeba. De telle sorte qu'il nous revenait même un défi, car les missionnaires et les étrangers de passage ici en souffraient énormément. Nous venons aujourd'hui de relever ce défi. Le rêve de construction d'un motel est devenu une réalité, car ce joyau architectural est dressé au milieu des collines du Tambaoura qui fait toute la beauté d'une nature malinquée. Ce n'est qu'un pas. Il y a encore de l'espace. J'espère que, madame, avec votre engagement continu et avec l'appui des partenaires, on pourra encore multiplier la capacité d'hébergement au niveau de ce complexe. Et surtout, que ça va donner des idées encore à d'autres personnes pour que le problème d'hébergement au niveau de Kenyeba puisse être un mauvais souvenir. Ce motel répondant aux normes standards comporte 16 chambres équipées et 2 suites. Il a coûté plus de 400 millions de francs CFA, dont 200 millions sur fonds propres du Conseil de cercle de Kenyeba pour l'équipement du motel, le dallage de la cour, l'achat d'un groupe électrogène, construction d'un château d'eau, la construction de 2 hangars et du logement pour gardiens. Toujours à Caille, on parle d'infrastructure. La commune rurale de Walia est désormais dotée d'une mairie à hauteur de souhait. Le bâtiment a coûté près de 36 millions de francs CFA, a été inauguré dimanche dernier. Envoyés spéciaux à Bafoulabé, Fademba Keïta et Fakouli Doumbia. Ce nouveau siège de la mairie de Walia, ainsi inauguré, comprend, outre le bureau du maire, la salle de délibération, le secrétariat général, les bureaux des 2 régisseurs et recettes et dépenses et celui des adjoints. L'infrastructure, qui a coûté près de 36 millions de francs CFA, a été réalisée grâce au concours de la commune d'Avigliana d'Italie, jumelée à celle de Walia, des ressortissants de la localité résidant à Bamako et d'autres personnes et ressources. Quant à l'équipement et à la clôture, ils ont été financés par l'ANICT à 95%. Et par la commune à 15%. Force est de reconnaître aujourd'hui que les conditions de travail sont améliorées à la mairie. Cette œuvre est aussi le fruit de l'engagement citoyen des habitants des 35 villages et de la ferme volonté des autorités communales à réduire considérablement la pauvreté. Nous avons sur 5 aires de santé, 2 qui sont construits. Quand on venait à la commune, le taux de couverture en eau potable était de 4%. J'ai dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de village où il n'y a pas un seul point d'eau potable.
Il n'y avait que 8 écoles dans la commune de Douala. Aujourd'hui, il y en a 18. Il n'y avait qu'une structure de santé et aujourd'hui, il y en a 4. Pour le préfet de Bafoussam, les différentes réalisations de la commune doivent servir d'exemple aux autres collectivités du cercle. On est à 85% de recouvrement des impôts et taxes. Ce n'est pas mal en soi, c'est même une performance. Le salaire est payé. Il n'y a pas de retard de salaire. Je voudrais que ça ait un effet de contagion sur beaucoup de communes. Des lettres de remerciement ont été remises à tous ceux qui ont contribué volontiers à la construction de ce joyau architectural. Des manifestations folkloriques ont agrémenté la cérémonie. Le groupe scolaire de Ndebougou s'appelle désormais groupe scolaire Al-Amdou Babi. La cérémonie de baptême a regroupé les responsables scolaires, les notabilités, les représentants de la famille, les autorités politiques et administratives de la localité. Fousseini Samake. M. Babi a consacré une grande partie de sa vie à la promotion de la scolarisation dans cette zone rizicole où les populations étaient quelque peu non favorables à la scolarisation des enfants. Les représentants de la famille Babi, dont le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maman Babi, ont salué cette initiative des responsables de Nyono. C'est une journée de fierté, c'est une journée de reconnaissance pour cette famille Babi. Nous nous considérons désormais comme des assistants de cette école en matière sociale, en matière d'infrastructure. Et j'interpelle encore la population qu'on se donne tous la main pour que cette école réponde aux normes de l'éducation, pour que cette école réponde aux normes de notre souci, afin de pouvoir accéder au développement de ce pays. En coupant le ruban symbolique, le préfet de Nyono a invité chaque acteur de l'éducation à une implication pour relever les défis de l'éducation pour tous au Mali. Tous ces enfants vont apprendre qu'est-ce que ça veut dire de bien faire. Et comment bien faire, il faut bien apprendre. Et pour mieux apprendre, il faut être à l'école. Mais je me réjouis aussi du fait que l'année scolaire cette année, elle a été particulièrement studieuse. L'école de Ndebougou qui a ouvert ses portes en octobre 1962 avec une salle de classe, elle compte aujourd'hui 12 salles de classe où étudient plus de 1500 élèves. Chanter et danser pour la paix en 5e région, l'orchestre Le Kanaga National et l'artiste Koko Dambélé s'investissent pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Ils viennent d'animer à cet effet un concert dédié à la paix et à la réconciliation nationale au centre culturel de Bandiagara. Compte rendu, Yacouba Maïga. Ce concert exceptionnel est la contribution patriotique de l'orchestre mythique de Mopti, le Kanaga National, et un de ses ex-sociétaires, Koko Dambélé, à l'œuvre de construction de la paix entreprise par les plus hautes autorités de notre pays. Et le choix porté sur la ville de Bandiagara pour abriter l'événement est loin d'être fortuit, eu égard aux relations culturelles et historiques fortes qui existent entre le peuple dogon et les communautés vivant au nord de notre pays à travers le cousinage à plaisanterie. D'où ce cri de cœur de la communauté dogon à l'endroit de ses cousins du MNLA, du HEIA et du MAA. Les armes n'ont jamais résolu quoi que ce soit. Nous sommes capables de nous asseoir, de dialoguer. Et il faut que cette paix revienne au Mali. Nous en avons vraiment besoin. Voilà le cri de cœur de l'ensemble de la communauté dogon à l'endroit de vous, nos cousins. Il n'y a aucune raison que les mêmes fils du même pays s'entretuent. Nous voulons la paix, nous voulons la solidarité entre les Maliens, entre les fils du même pays. 5 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré cette fête dédiée à la paix, avec en toile de fond des messages de pardon, d'amour, de réconciliation et de paix à travers des chansons tirées du riche et varié patrimoine culturel de notre pays. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, une présentation de Kayatou Kone. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve pour les éditions du soir. Ne quittez pas, dans quelques instants, la couleur du temps avec Abibatou Diakité. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.